Signe. Merci beaucoup. Moi, je vais vous minimiser, donc je vais pas vous voir la face et je ne vais pas regarder le chat pendant parce que pour les gens qui me connaissent, je suis très facilement distraite. Puis également pour les gens qui me connaissent et ceux et celles qui me connaissent pas encore, ben vous allez comprendre que j'aime beaucoup mélanger formel et informel. Et je me suis dit que ben quoi de bon que le 15 avril, juste avant les playoffs du hockey, pour vous montrer mon allégeance pour présenter. Donc j'ai décidé de me faire des ennemis de Montréal d'emblée. Voilà, hein, on ne sait jamais quoi mettre pour des présentations. Je me suis dit, ben ça va bien. Ça va matcher avec ce que je vais présenter aujourd'hui. Comme Catherine l'a si bien dit, je suis professeure à l'Université de Moncton, originaire du Nouveau-Brunswick, mais j'ai travaillé quand même dans les trois provinces, Ontario, Québec et Nouveau-Brunswick. Depuis que je suis revenue ici, je souhaite me concentrer directement sur le Canada atlantique. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui découle un peu d'une expérience de recherche dans le cadre d'un plus grand projet. Ma thèse de maîtrise, de doctorat, pardon, a porté sur les représentations des violences à caractère sexuel dans les médias canadiens lorsque commises par des athlètes masculins. Et donc, j'ai voulu vraiment continuer sur le sujet des violences à caractère sexuel. Et comme ben, je voulais travailler avec la chaire, alors j'ai trouvé une manière de inclure ça avec le sport universitaire. Cette présentation part d'une recherche dans le cadre d'un financement CRSH avec justement ma collègue Madeleine Lambolé, ici en criminologie à l'Université de Moncton et qui est titulaire de la chaire Les Résonantes, donc violence sexuelle, intervention, prévention. Également en partenariat, pas en partenariat, pardon, mes deux autres co-chercheurs sont Catherine Flynn de l'Université du Québec à Chicoutimi, elle me suit depuis le début de mes études pratiquement, et aussi notre quatrième co-chercheur est Sylvie Parent, de la chaire sur la sécurité sportive de l'Université Laval. Toutefois, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment mes réflexions à moi par rapport aux enjeux méthodologiques à l'égard desquels face auxquels on s'est retrouvé. Puis là, vous allez voir, j'ai vraiment pas beaucoup de diapos parce que je parle beaucoup. C'est tout simplement pour me guider et pour que vous puissiez du moins avoir un petit visuel. Donc, euh, euh, oh, bon, voilà, désolée, ça fonctionne déjà pas. Je remercie d'ailleurs, je vois que j'ai trois de mes personnes étudiantes ici, Rachel, Marie-Lou et Malika. Merci pour votre aide constante avec Canva. Je me suis essayée, donc vous me donnerez vos commentaires après si j'ai bien fait. Pour commencer, cette recherche va se concentrer beaucoup sur le sport, majoritairement sur le sport universitaire et les violences à caractère sexuel, qui est une réalité qui est très peu discutée au Canada atlantique. C'est comme si on en discute, si on n'en parle pas, ben ça n'existe pas. Je vais vous présenter, je vais vous faire un peu une mise en contexte, vous présenter ce qui existe dans la littérature, vous donner un peu la question de recherche qui guide cette présentation ici, et ensuite vous faire vraiment une analyse théorique des enjeux méthodologiques auxquels on a fait face, pour vous amener un peu à une conclusion de pourquoi c'est difficile de faire des violences, non seulement faire des recherches non seulement sur des violences à caractère sexuel en Atlantique, mais également de faire de la recherche sur les sports dans les universités en Atlantique. Euh, Petit shout-out à Sidney Crosby, hein, notre joueur ultime de l'Atlantique, qui justement m'a beaucoup inspirée parce que j'adore les sports et j'ai souvent travaillé en violence sexuelle et donc j'ai voulu mélanger vraiment deux de mes plus grands intérêts. Au cours des dernières années, plusieurs affaires médiatisées ont contribué à attirer l'attention sur les violences à caractère sexuel dans le sport. Plusieurs cas ont suscité d'importants débats publics et ont également alimenté la réflexion scientifique sur les dynamiques de pouvoir présentes dans les milieux sportifs. Donc, je vais ici vous présenter quatre cas
qui justement font un peu la figure de l'entonnoir qu'on aime si bien dans la recherche, pour commencer avec un peu plus le large pour se rendre à l'université au Canada et ensuite en Atlantique. Donc, pour commencer, bon, on prend un peu l'exemple, on va prendre l'exemple de l'affaire qui est associée à l'affaire de Hockey Canada. Cet événement survenu en 2018 et jugé en 2025 a mis en lumière plusieurs éléments récurrents dans les cas de violence sexuelle impliquant des athlètes. Les débats médiatiques ont notamment été marqués par la remise en question de la crédibilité de la victime et par la mise en évidence d'une culture du silence au sein du milieu sportif. On l'a bien vu dans les médias hein, que Hockey Canada avait utilisé en fait l'argent qui lui était donné autant par les ligues mineures que par plein d'autres ligues canadiennes pour se créer un fonds caché pour payer justement les victimes de violences à caractère sexuel de la part d'athlètes, ben, pour les payer puis pour les faire taire. Puis c'est le cas justement de la survivante de laquelle on va parler dans ce cas ici. Donc, en 2018, la survivante a tenté de faire des plaintes de violence à caractère sexuel à l'égard de plusieurs joueurs de l'équipe junior d'Hockey Canada qui venait de remporter un championnat à Hamilton. Et donc, la plainte a été classée comme non fondée. Puis, c'est surtout en 2022, on l'a payé en fait pour qu'elle c'était, et en 2022, le cas a été réouvert, qui justement concordait avec la soumission de ma thèse de doc. Donc, ça venait vraiment chercher aussi tout ce que j'avais travaillé sur, puis vraiment le visibiliser. Dans le contexte d'Affaires Canada, on a pu vraiment assister à une culture du silence, autant dans les médias, sur les médias sociaux, dans la vie de tous les jours, que dans les transcriptions du procès. On peut voir que la crédibilité de la survivante a beaucoup été mise en cause. On a utilisé beaucoup de mythes sur les violences à caractère sexuel pour remettre en question sa crédibilité. Notamment, encore une fois, si la survivante consomme de l'alcool, ben, elle est responsable de son agression, tandis que si l'agresseur consomme de l'alcool, ben, lui, on le déresponsabilise. C'est justement un des mythes qui a été utilisé ou qui est visible dans ce cas-là. Dans le contexte du verdict de Hockey Canada, les 5 joueurs dont il y a eu, à l'égard desquels il y a eu des accusations, ont été acquittés. D'ailleurs, un des joueurs joue maintenant à nouveau dans la LNH avec l'équipe de Vegas, donc Carter Hart. On peut remarquer justement que les conséquences sur les athlètes accusés ne sont pas si grandes que ça. Dans ce contexte, les institutions, les équipes et les joueurs donc peuvent souvent être protégés par les dynamiques de loyauté et de solidarité qui vont rendre certaines violences beaucoup plus difficiles à dénoncer, notamment les violences à caractère sexuel, puisqu'on voit qu'il y a vraiment cette culture de silence, la crédibilité qui est remise en question et même un acquittement parce que on n'a pas pu prouver sans hors de tout doute raisonnable que la survivante ne mentait pas et je me dois de le mettre en guillemets. Un autre cas qui a été très médiatisé, c'est celui de Stanford en 2015, qui impliquait le nageur Brock Turner. Cette affaire a contribué à alimenter les discussions autour de la culture du viol, du privilège social qui est associé aux athlètes et de la clémence parfois qui est observée dans les réponses institutionnelles et judiciaires. Dans ce cas, le statut social de l'athlète et les discours qui entourent vraiment la promesse sportive ont été largement commentés dans les médias. D'ailleurs, il y a eu une déclaration de la victime qui était très, très poignante, mais qui a beaucoup été effacée dans les médias par les mots du père de l'athlète qui, bref, disait que la vie de son fils était ruinée pour 20 minutes d'action. Donc, on peut voir que ben, on banalise non seulement les violences à caractère sexuel, mais on va même jusqu'à ne même pas reconnaître que ce qui s'est passé était une violence à caractère sexuel. Puis ben, pour briser le punch, au cas où vous ne connaissez pas déjà le cas, Brock Turner a été sanctionné à 6 mois de prison et en est sorti 3 mois après, avec un petit peu de service communautaire.
Plus proche de nous au Canada, on peut parler de l'affaire impliquant l'équipe de hockey des GGs de l'Université d'Ottawa en 2014, qui a marqué un moment vraiment important dans les débats publics, d'ailleurs qui a lancé ma thèse de doc. La couverture médiatique importante de cette affaire a contribué à vraiment mettre en lumière certaines dynamiques propres aux équipes sportives, notamment la pression exercée par les pairs, la loyauté envers l'équipe et la culture d'équipe qui peut souvent primer sur la dénonciation des comportements problématiques. Bien que c'est une des réponses les plus drastiques qu'on peut avoir vu de la part d'universités qui ont totalement annulé la saison des GGs au hockey. On a quand même vu que, il y a eu énormément de backlash à l'égard de la survivante et qu'on a eu tendance à, encore une fois, vraiment banaliser les violences et plusieurs personnes de l'équipe ont refusé de justement agir comme témoins en cours. Maintenant, pour vraiment mettre le portrait en Atlantique, on va parler du cas de Studnicka, Sam Studnicka en 2019. Sam Studnicka est un joueur de hockey pour l'Université Saint-François Xavier en Nouvelle-Écosse. Lors d'une joute de hockey, lors d'une mise au jeu, un des joueurs de l'équipe adverse a, a émis des propos très sexistes, mais aussi très violents en lien avec les survivantes de violences à caractère sexuel. Une des personnes proches de Sam était justement survivante, et alors il y a eu des grandes réactions. Ce fut quand même un cas qui a été visible et qui a été médiatisé. Ce cas-là nous amène aussi à faire le lien avec les contextes sociaux dans lesquels ces violences se produisent. Notamment les cultures plus rurales ou les milieux plus ruraux et les petites communautés. Les réseaux sociaux sont souvent interconnectés. Les individus se connaissent davantage, puis dans ces contextes, la réputation locale, la proximité sociale également et les dynamiques communautaires peuvent vraiment contribuer à renforcer le silence entourant certaines situations de violence. Surtout que, tu sais, j'avais la discussion récemment avec des collègues, ou je me souviens plus, là, pour dire que en Atlantique, il n'y a pas d'équipe sportive professionnelle en soi. On a deux équipes qui est avec la Ligue Québec Junior Major. On a également, on n'a aucune autre, puis là on parle d'équipe sportive masculine, donc on n'a aucune équipe sportive féminine professionnelle, notamment au hockey. Les sports universitaires, le hockey universitaire surtout, prend beaucoup d'ampleur. Non seulement le hockey universitaire, mais aussi les petites ligues locales. Par exemple, moi, en grandissant, hein, notre sortie de mon petit village de 1400 personnes, on allait à la game de hockey le vendredi soir ou on allait à la game de hockey le dimanche après-midi. Puis si on fait se rendre dans un village adjacent pour y aller, ben c'était ça notre sortie. Que t'aimes ou pas le hockey, c'était la place à aller les vendredis soirs, les dimanches après-midi. Alors, on voit que dans les petits milieux, notamment les cultures rurales, où, par exemple, il n'y a pas beaucoup de sport professionnel, ben, il va y avoir beaucoup d'emphase qui vont être mis sur le sport universitaire et sur le sport local, ce qui va un peu donner une certaine réputation sociale exacerbée aux athlètes qui vont se joindre à ces équipes-là. Donc, ces différents cas ont beaucoup contribué à attirer l'attention sur les violences sexuelles dans le sport, mais ils relèvent quand même un angle mort important dans la recherche. Les violences sexuelles subies par les athlètes eux-mêmes. Ce que je vais faire maintenant, je vais plutôt... Je vais un peu faire une mise en contexte de la littérature, ce qu'on retrouve dans la littérature. Bon, je vais certainement pas passer tout mon temps sur les violences sexuelles en milieu universitaire, puisqu'il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà le sujet.
mais je pense qu'il y a aussi des gens qui se joignent à nous à un webinaire de l'Archar, peut-être pour une première fois. Alors, je vais quand même rappeler que l'enquête ESIMU, qui a eu lieu en 2015-2016 à la grandeur du Québec, plusieurs universités québécoises ont participé, a démontré que 34,9% des personnes étudiantes au premier cycle et 38,7% des personnes étudiantes au cycle supérieur ont déclaré avoir subi au moins un geste de violence à caractère sexuel en milieu universitaire depuis leur arrivée à l'université. Puis d'ailleurs, à ce moment-là, j'évoluais comme chargée de cours en milieu québécois. Et je travaillais également comme intervenante en violence à caractère sexuel dans un cégep où j'ai justement reçu plusieurs dénonciations, dévoilements d'athlètes ou d'hommes en milieu cégepien qui m'indiquaient avoir subi des violences à caractère sexuel en milieu de la part de leurs entraîneurs quand ils étaient plus jeunes, de la part de d'autres collègues, coéquipiers, etc. Puis, bien, j'ai reçu également beaucoup de dévoilements d'athlètes féminines ayant subi des violences à caractère sexuel, autant en milieu sportif que de la part de d'autres de personnes de leur entourage. Alors, ça m'a un petit peu aussi propulsé dans l'idée de poursuivre sur ces recherches-là, puisque ben, ça venait chercher aussi mon milieu pratique. À Moncton, où je me retrouve en Atlantique, une enquête de les Savoie et Marie-André Pellan en collaboration avec la Charte de recherche a démontré que 40,6% des personnes étudiantes de premier cycle et 33,3% des personnes étudiantes au cycle supérieur ont dévoilé avoir subi une violence de caractère sexuel en milieu universitaire depuis leur arrivée. Donc, on s'entend que ce sont quand même des chiffres alarmants. On parle d'à peu près une personne sur trois, une personne sur quatre. Je pense que on ne peut pas, en voyant ces chiffres-là, puis là, ben, on s'entend que je présente que euh, deux recherches. On peut pas en voyant ces chiffres-là se dire, ben non, ça va pas, les violences à caractère sexuel en milieu universitaire n'existent pas. Si oui, bien, c'est parce qu'on veut vraiment se fermer les yeux à l'égard de ce phénomène. En milieu universitaire, lorsqu'on parle surtout des athlètes, plusieurs recherches ont quand même documenté les violences autant commises par les athlètes en milieu universitaire que les athlètes qui ont subi des violences à caractère sexuel. Donc, la littérature, c'est scientifique assez intéressée au rôle des athlètes dans les violences sexuelles. Par exemple, une analyse de 100 cas de violences sexuelles sur des campus canadiens a indiqué que 23% impliquaient les athlètes universitaires comme agresseurs, alors que seulement entre 1 et 3% pardon, je me reprends, alors que les athlètes représentent seulement entre 1 et 3% de la population étudiante. Donc, entre 1 et 3% de la population étudiante commettrait à peu près 23% des violences à caractère sexuel en milieu universitaire et ces personnes-là sont des athlètes universitaires. Euh, Toutefois, certaines recherches, donc la recherche de Parent et Hall en 2022, aurait suggéré que le statut d'athlète universitaire n'augmente pas nécessairement le risque d'exposition aux violences à caractère sexuel. Malheureusement, d'autres recherches vont nous dire que cependant, les violences sexuelles vont toucher également les athlètes. Par exemple, une étude menée auprès d'athlètes de 5 cégeps québécois ont indiqué que près de 40% des athlètes rapportent avoir subi une violence sexuelle en milieu collégial, les femmes étant plus touchées. D'à peu près beaucoup plus touchées que les hommes ou les personnes. Puis là, on va parler de manière binaire dans ce cas-ci, là, les femmes étant plus touchées que les hommes. Je vais faire un petit point là-dessus dans pas longtemps. Puis, ben, dans la même étude de Desrochers-Laflamme et ben, Manon Bergeron, on établit qu'à peu près 90% des situations n'ont pas été dénoncées à l'institution. Juste pour faire un petit peu ouvrir une mini parenthèse, je pense que c'est important aussi de noter
que autant que les athlètes sont à risque de subir des violences à caractère sexuel, que c'est important de noter que les personnes de LGBTQIA+, et les femmes, les étudiants et étudiantes internationaux, les personnes racisées sont toujours plus à risque de subir des violences à caractère sexuel en général. Et ben on remarque aussi la même chose dans les milieux universitaires. Plus récemment, donc deux recherches de 2026. Donc, je vois que Julia est avec nous aussi là, dans la pièce. Donc, je suis bien contente d'avoir mis cette statistique-là et j'espère que je te cite bien, Julia. Plus récemment, certaines recherches ont indiqué que 38,5% des athlètes rapportent une expérience de violence sexuelle. Les athlètes internationaux et les athlètes racisés sont plus à risque. Donc, une recherche de Maya Savard de l'Université Sherbrooke, justement, cette recherche qui a été publiée dans, là, je vais faire de l'autopromotion. Cette recherche qui a été publiée dans un numéro spécial du journal Violence Against Women, dont j'ai eu la chance d'être co-éditrice avec Dr. Walter de Kesseredi. Donc, si jamais ça vous tente de lire davantage ce numéro spécial présente justement 5 textes sur les violences à caractère sexuel en milieu sportif, ou bien plutôt les violences fondées sur le genre en milieu sportif, dont l'étude de Maya Savard. Une autre étude plus récente, ben justement celle de Julia Topard, indique qu'entre à peu près 29% et 45% des athlètes universitaires rapportent avoir vécu une violence sexuelle. Près de la moitié mentionnant des conséquences importantes sur leur fonctionnement et moins de 10% des incidents étant formellement signalés. Donc, on remarque qu'il y a vraiment pas beaucoup de dévoilement auprès des institutions. Donc, ces résultats nous montrent que les violences sexuelles touchent également les athlètes universitaires, mais que ces expériences demeurent quand même relativement peu étudiées. Ce qui m'amène donc à me poser la question. Euh, Pourquoi? Puisque bon, on a été vraiment, on s'est retrouvé devant beaucoup d'embûches en matière de recrutement en lien avec notre recherche. Alors, je me suis posé pourquoi c'est si difficile d'étudier les violences sexuelles subies par des athlètes universitaires dans les provinces de l'Atlantique. Donc, je veux juste, désolée, m'assurer, je suis encore dans mes temps, right? Oui, OK. Donc, je souhaite utiliser vraiment le cadre théorique, ben, plusieurs cadres théoriques, mais surtout mobiliser le concept de violence institutionnelle pour analyser ben, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'étudier les violences à caractère sexuel en milieu sportif universitaire dans les provinces de l'Atlantique. Puis, ben, juste mettre un peu en contexte par rapport à la violence institutionnelle. Celle-ci renvoie aux actions, aux omissions ou aux pratiques organisationnelles qui vont causer tort aux personnes ou contribuent au maintien d'inégalités. Dans le contexte sportif, la violence institutionnelle peut se manifester lorsque les organisations produisent, tolèrent ou même normalisent certaines formes de violence. Euh, Puis, ben, cette source, je l'ai pris justement directement du site de la Charte en de sécurité en milieu sportif de l'Université Laval. Puis, je pose justement la définition de la violence institutionnelle pour ajouter que cette violence peut être active comme elle peut être passive. Puis là, ce sont quelques exemples de la manifestation de la violence institutionnelle passive et active. Là. Il y en a d'autres, là. Mais généralement, lorsqu'on va parler de la violence institutionnelle active, on va parler, par exemple, des plaintes qui sont minimisées. Lorsque la réputation de l'institution, de l'équipe ou de l'athlète est protégée au détriment des survivantes. Lorsque la crédibilité des survivantes est remise en question. Lorsqu'on assiste vraiment à un silence institutionnel lorsque il y a également une absence de formation, de prévention, qu'on agit juste tout simplement pas auprès des violences à caractère sexuel. Euh, Elle peut être également passive, par exemple lorsque les institutions, puis là je me suis peut-être
Bon, non, ça va. Elle peut être également un peu plus passive lorsque... pardon, j'ai mélangé active et passive. Je viens juste de réaliser. Donc, active, c'est lorsque les plaintes sont minimisées, lorsque la réputation de l'institution est plutôt protégée et lorsque la crédibilité des victimes est remise en question. Puis, ben, la violence institutionnelle passive va avoir lieu surtout lorsque les institutions vont juste pas agir face à des situations connues, lorsqu'il va y avoir un grand manque de formation ou de prévention ou encore lorsque certaines violences sont ignorées. D'ailleurs, dans plusieurs régions du Canada atlantique, ces dynamiques peuvent être amplifiées par le contexte des petites communautés. Les universités vont évoluer souvent dans des milieux où les réseaux sociaux et institutionnels sont fortement interconnectés et où le sport universitaire va occuper une place importante dans la vie communautaire. Donc, m'amène au petit cercle vicieux des violences institutionnelles en lien avec justement les masculinités hégémoniques, le féminisme intersectionnel et le statut social qui maintiennent les violences à caractère sexuel vraiment dans une position d'invisibilité. Euh, on réalise que les violences institutionnelles, ben, justement, sont interconnectées avec le sport universitaire. Et dans ce contexte, on va également ajouter le concept de statut social qui est associé aux athlètes, puis qui peut influencer la manière dont les violences sont perçues, sont discutées ou même sont minimisées. Dans les petits milieux, ben, on réalise que c'est vraiment plus difficile de préserver son anonymat, puis que les conséquences sociales du dévoilement peuvent être extrêmement plus importantes, notamment si ben, notre anonymat ou la confidentialité n'est pas maintenue. Euh, donc, c'est utile de justement mobiliser ces plusieurs cadres théoriques-là, puisque en lien avec la violence institutionnelle, puisque cette dernière joue vraiment un rôle important dans l'invisibilisation des violences sexuelles. Les institutions sportives vont chercher à protéger leur réputation, à minimiser certains incidents ou à contrôler l'information, puis ça peut donc contribuer à invisibiliser certaines violences et à limiter les dévoilements. Puis, ben, lorsqu'on juxtapose ça avec l'institution universitaire qui tente également de se protéger, ben, on s'aperçoit que les violences à caractère sexuel vont être minimisées. À la violence institutionnelle, on va ajouter justement le concept de masculinité hégémonique qui va permettre de comprendre comment certains normes sont associées à la domination, à la performance et à la loyauté peuvent être valorisées dans les milieux sportifs. Dans ce contexte, certaines formes de violence donc vont être banalisées, puis dont les violences à caractère sexuel et la pression au silence peut être encore plus importante. Puis récemment, j'offrais justement un atelier dans le cadre du cours d'une collègue et je nommais que les gens, beaucoup des jeunes garçons ont grandi dans cette culture de masculinité où l'agressivité à travers les sports est souvent encouragée. Où la loyauté de l'équipe va primer et où le sentiment d'appartenance est très important. Donc, si toute ta vie, justement, tu es un jeune garçon, t'as pas senti que tu as appartenu pendant longtemps à l'école, puis finalement, ben, tu joins une équipe sportive, puis tu réalises que t'es bon. T'es bon, puis que tu t'es trouvé une petite famille à travers l'équipe, tu appartiens, tu as vraiment ce sentiment d'exclusivité-là qui t'accompagne. Et là, tu es témoin d'une violence à caractère sexuel de la part de ton coéquipier. Ben, les chances que tu as le dévoiler sont très petites parce qu'on vit encore dans une société où le patriarcat, où les masculinités hégémoniques est ce qui prime. Alors, tu vas choisir souvent de ne pas rien dire et encore moins d'aller dévoiler puisque ben, tu risques de perdre ce sentiment d'exclusivité et d'appartenance-là, puis même d'être rejeté de l'équipe pour te retrouver ensuite vraiment dans la situation dans laquelle tu étais bien avant d'avoir créé cette petite famille-là. Donc, la masculinité hégémonique et la violence institutionnelle qui se transmet à travers l'institution sportive
et les universités va souvent maintenir les témoins dans le silence et les survivants dans le silence. Puis à ça, on va ajouter l'approche féministe intersectionnelle qui va permettre de reconnaître que tous les athlètes ne vivent pas les mêmes risques, que les rapports de pouvoir peuvent varier selon le genre, la race, le statut social, la position dans l'équipe ou encore même le statut institutionnel. Si tu es, par exemple, le capitaine de l'équipe, donc, tu as vraiment un statut social beaucoup plus élevé, que même les recrues t'admirent, ben, tu peux souvent réaliser que ben, tu es une personne d'influence. Alors, si tu vois une recrue, par exemple, commettre une violence à caractère sexuel et que tu décides que tu vas dévoiler, ben, en fait, tu risques de perdre moins dans le sens que ton statut social te protège beaucoup. Et donc, tu risques d'avoir même une influence positive sur les développements des violences à caractère sexuel. Si on parle plutôt d'une recrue qui soit dévoilée, ou bien juste ramener le fait qu'il a été témoin de violences sexuelles, mais dans ce cas-là, c'est beaucoup plus, tu risques de perdre beaucoup plus. Puis là, c'est en théorie. Parce qu'on s'entend que le capitaine de l'équipe pourrait également perdre énormément, mais généralement, le statut social pourrait quand même jouer avec l'idée de la masculinité hégémonique, avec les violences institutionnelles, peut-être même d'une manière positive. On remarque aussi que certains athlètes peuvent être plus vulnérables aux violences sexuelles et aux conséquences du dévoilement. Donc, d'en subir et de ne pas dévoiler ou d'être témoin et de ne pas dévoiler. Puis ben, toutes ces différentes dynamiques-là, donc la violence institutionnelle en lien avec la masculinité hégémonique, le féminisme intersectionnel et le statut social, vont se renforcer mutuellement. Les normes qui sont associées aux masculinités sportives peuvent donc contribuer à valoriser le statut social des athlètes, ce qui peut amener les institutions à être plus protectrices envers eux, puis même contribuer à invisibiliser les violences à caractère sexuel et à renforcer les rapports de pouvoir qui existent déjà. Donc, cette analyse-là nous amène à expliquer ben, pourquoi on se retrouve devant des défis pour la recherche sur les violences à caractère sexuel dans les sports universitaires au Canada atlantique. Premièrement, on peut assister à une sorte de réticence institutionnelle. Nous, puis là, c'est là que je vais donner quelques exemples de ce à quoi on a fait face. D'emblée, moi, lorsque j'ai réfléchi au projet, lorsque j'en ai parlé avec mes co-chercheurs, mon idée était, ben, il y a deux grandes associations sportives en Atlantique, donc Sport universitaire Atlantique et puis là, j'oublie toujours l'association des collégial, sport, universitaire, du moins. J'oublie toujours le deuxième, c'est le deuxième nom complet. Euh, Ces deux associations-là, on s'est dit, ben, gars, on va les contacter et elles ont accès à toutes les personnes athlètes universitaires de l'Atlantique, autant francophones que anglophones, et donc notre recrutement va se faire facilement. C'est rarement le cas en recherche, hein, on le sait. Puis, bon, on s'est heurté à une grande réticence des associations. J'ai eu énormément d'échanges avec les deux directions d'association. Je leur ai parlé au téléphone, on a échangé par courriel. Je me suis même invitée à leur rencontre pour pouvoir parler de la recherche. On a refusé mon invitation, ma propre invitation. On a également donné des commentaires comme ah ben on veut pas, on est vraiment une petite équipe, on n'a pas le temps de préparer des recrutements sur les médias sociaux, ça prend trop de temps. On leur fournissait littéralement tout. Mais avoir été bien formé par notre chère Manon Bergeron, je fournissais tout pour pouvoir mettre sur les médias sociaux. On nous a dit que c'était des petites équipes, qu'on ne voulait pas qu'ils reçoivent énormément de demandes de recherche et donc partager une recherche versus d'autres et non d'autres ben, pourrait les heurter. Puis là, juste pour, j'ai entendu par la bande que finalement, qu'il y avait, puis leur énormément de recherche était trois demandes dans l'année qui précédait ma demande. Euh, alors, on s'est vraiment retrouvé devant cette résistance institutionnelle-là.
Donc, on a décidé, bon, OK, les deux associations ne vont pas partager notre recherche. Donc, ce que nous, on va faire, c'est on va passer à travers les directions sportives. Dans la majorité, je vous dirais qu'il y a à peu près un tiers des directions sportives qui nous ont répondu lorsqu'on a passé à travers eux. Plusieurs nous ont envoyés vers le comité éthique de leurs propres universités, qui peut être quand même comprenable. Et dans ceux et celles qui nous ont répondu, et dans les autres directions, je vous dirais qu'il y en a à peu près quatre qui ont accepté de partager notre recherche avec les équipes, avec leurs athlètes universitaires. Donc ça nous a vraiment, ça s'est traduit par vraiment une difficulté d'accès aux équipes sportives, par une certaine réticence institutionnelle à soutenir les recherches sur ces enjeux et par vraiment une hésitation des athlètes à participer à des études qui portent sur les violences à caractère sexuel. On a donc refusé de partager nos affiches autant au niveau de la direction sportive que des associations sportives en Atlantique. Puis, on a également expliqué que les petits milieux, les athlètes peuvent être très réticents à participer, donc avoir des grandes hésitations à participer à ce genre de recherche-là, puisque, pour des raisons de confidentialité, la pression par les pairs, hein, si quelqu'un ou quelqu'une de ton équipe apprend que tu as participé à cette recherche-là, pourrait t'amener des enjeux. On s'est retrouvé devant une réticence institutionnelle autant au niveau des associations que des universités, des participants, participantes qui, hésitent fortement de participer à la recherche. Et donc, cette dynamique-là qui est notamment amplifiée dans les milieux ruraux et dans les petits milieux, qui est généralement les provinces de l'Atlantique au complet, par manque de confidentialité, par d'être identifié, même si, vous le savez comme moi, il y a des balises éthiques à suivre, peu importe, il y a une grande hésitation. Donc, on peut remarquer que les défis rencontrés dans ce genre de recherche ne sont pas seulement méthodologiques, mais ils reflètent également des dynamiques de pouvoir qui structurent le sport universitaire. Ce qui m'amène notamment à la conclusion, les violences sexuelles vont toucher également les athlètes universitaires, mais les recherches qui portent sur ces expériences demeurent encore très limitées, très difficiles à accéder aux athlètes. Les obstacles qui sont rencontrés dans la recherche reflètent en partie les structures sociales et institutionnelles qui vont caractériser les milieux sportifs euh, en soi, mais également les milieux universitaires, puis combiner les milieux sportifs universitaires. Donc, c'est important de comprendre ces dynamiques parce que c'est essentiel non seulement pour développer la recherche, mais aussi pour améliorer les stratégies de recherche et les stratégies de prévention et d'intervention dans les milieux sportifs universitaires. Puis que ces dynamiques ont grandement été amplifiées dans le contexte du Canada atlantique. Euh, ce que, donc, je vous dirais peut-être merci tout de suite. Puis s'il y a des gens qui ont des questions, je pourrais répondre de un peu où on est rendu avec cette recherche-là et comment ça se passe. Donc ici je vous remercie beaucoup de votre écoute. J'espère que j'ai pas trop fait de blablatage. Mon courriel est également là. C'est très facile de me trouver en ligne. La charge a accès à mon courriel également. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent me contacter suite à cette présentation, n'hésitez surtout pas. Donc, je